Madame, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard à porter la diffusion de ce journal que nous démarrons par ces manœuvres tonnerre du désert. Les manœuvres militaires qui ont eu lieu en Arabie Saoudite sont terminées. Le chef de l'État a assisté à la parade militaire finale. Le Sénégal, en tant qu'observateur, a participé avec 2 officiers parachutistes qui étaient parmi les troupes qui ont montré tout leur savoir-faire. Ce vendredi, le président Macky Sall a prié avec le roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud. Le reportage de Pape Biram Bigagnaï. Un vendredi au royaume saoudien, à Rafs El Batin, au nord-est de l'Arabie, quand sonne l'heure de la prière, c'est aux côtés du roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud que le président Macky Sall va effectuer la prière de Tisbar. Une invitation du serviteur des 12 saintes mosquées qui traduit l'étroitesse des liens d'amitié qu'entretiennent les autorités suprêmes des 2 nations. La prière se fera à l'abri des caméras. Autre temps fort de la journée du vendredi, la parade de finale, l'ultime séquence des manœuvres tonnerre du Nord. Un défilé militaire bien rythmé, les débuts d'une cérémonie qui regroupe les troupes de la coalition. Le Sénégal a un statut d'observateur et y gagne énormément. Nous avons eu la participation de 2 officiers observateurs qui ont participé aussi bien à la conception qu'au déroulement de l'exercice. Parce que l'entraînement permet d'avoir des capacités. Et en se confrontant à d'autres forces, on y apprend toujours. On y apporte, on y apprend. L'idée est de renforcer la coopération militaire interarmée avec les pays arabes qui ont une réputation d'être de véritables professionnels, des soldats bien entraînés qui maîtrisent l'art de la guerre. De vrais combattants aux allures de guerriers qui ont intégré des corps d'élite dont les forces armées arabes. Des groupements tactiques interarmés de plusieurs centaines d'hommes, d'officiers d'état-major et de forces spéciales. Il y a également plusieurs unités de compagnies mécanisées, du matériel de guerre hyper sophistiqué pour les assauts terrestres. Des tanks, des chars de combat, des lance-missiles de type sol-air, des véhicules équipés d'armes lourdes, une puissance de feu impressionnante avec des missiles longue portée et des lance-roquettes. Des hommes aguerris, bien équipés, bien entraînés sont aux commandes de ces grosses machines de guerre. Le président de la République Macky Sall, aux côtés de ses homologues, exprime une nouvelle fois son attachement à la paix et à la lutte contre le terrorisme. Ils ont acquis de l'expérience dans plusieurs théâtres d'opération et sont prêts à en finir avec les groupes terroristes. Le défilé des bataillons mécanisés est grandiose, des véhicules blindés de dernière génération. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde en termes d'armement. Avec tous ces pays, nous avons déjà des relations excellentes. Vous avez ici à côté de moi l'attaché de défense du Sénégal, ici en Arabie Saoudite, donc qui collabore et qui est notre relais avec les forces saoudiennes, mais également avec d'autres pays comme le Koweït, donc dans la sous-région. Le spectacle se poursuit dans les airs avec des unités paracommando. Des équipes de parachutistes sont larguées pour un atterrissage tout en finesse. Le parachutiste du Sénégal a ébloui le public. Son art de manier le parachute a séduit plus d'un. Oh, excuse-moi, Sénégal. Nous avons participé au niveau de l'état-major, donc nous avons participé à la conception et à la conduite des opérations. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. La grosse artillerie aérienne défile dans les airs. Des avions de chasse en mode escorte aérienne. Des hélicoptères d'intervention tactique et d'exfiltration. Des hélicos de guerre pour les assauts et autres frappes chirurgicales. Une superbe parade aérienne qui cède ensuite la place aux avions de chasse F-16 équipés de missiles intelligents et qui filent à la vitesse de l'éclair. Des appuis aériens très puissants qui donnent l'illusion du facile. Le bouquet final
d'une parade fantastique. Un spectacle à couper le souffle. Il y a de la magie dans les airs. La voie de dégagement nord dévoile ses contours à 26 km, plus de 69 milliards d'investissements. La VDN entre le 6S et Tivaouane-Peulh va permettre de faciliter la mobilité à Dakar et à l'intérieur du pays. La VDN 3 de Tivaouane-Peulh à Guédiawaye est à 96% terminée. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne s'est rendu sur place pour constater l'état d'évolution des travaux. Seydina Ounfala. La visite a démarré à Tivaouane-Peulh dans la zone de recasement. Le Premier ministre est rendu sur les chantiers de la VDN entre le 6S et Tivaouane-Peulh pour constater l'état d'avancement des travaux. Ce qu'on peut retenir sur ce projet très structurant, c'est d'abord le niveau d'achèvement de la VDN 3, donc du lot qui commence à Tivaouane-Peulh jusqu'à Guédiawaye, qui est terminé à 96%. Et aussi le démarrage de la VDN 2, vous voyez derrière moi les engins. C'est un projet global un peu plus de 69 milliards, exactement 69 milliards 172 millions, avec au moins 2000 emplois de jeunes et qui va durer 24 mois. Après Tivaouane-Peulh, direction Malika. L'échangeur de Malika est la deuxième étape. Les travaux avancent. Nous entrons à Guédiawaye. Troisième étape, l'échangeur de Wakhinane Nimzat se dresse. À Guédiawaye, les populations ont salué les travaux de la VDN entre le 6S et Tivaouane-Peulh, 26 km. L'autre innovation de ce projet, c'est les ouvrages d'art. Des ouvrages d'art qui seront érigés au niveau d'ici d'abord. On aura un viaduc sur une portée à peu près de 1 km, juste à la sortie de 6S. Et on aura un pont au niveau du mausolée du Khalife qui va laisser le passage des pèlerins vers la mer. Un projet qui permettra d'avoir plusieurs points d'entrée et de sortie à Dakar. La VDN traverse la bande de Filao, mais le côté environnemental a été pris en compte. Aussi bien la bande de Filao qu'un mur de soutènement, que des gavillons de rochers seront érigés pour contenir l'agressivité de la mer. La bande, on a déjà payé 140 millions de francs CFA pour replanter la bande de Filao, donc elle sera complètement replantée. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a bouclé sa tournée par une visite de courtoisie au domicile du fils aîné et porte-parole du Khalife général des Layènes. Seydina Issa Laye s'est réjoui des travaux de construction de la résidence du Khalife lancée par le président de la République dans le cadre du programme de modernisation des foyers religieux. Le fils du Khalife général des Layènes, Seydina Issa Laye, a réitéré son soutien au président de la République. Il adhère au oui et invite toute la communauté à répondre par un oui aux propositions du chef de l'État. Le Sénégal cité en exemple par les FMI pour les efforts enregistrés dans sa croissance. La mission du FMI au Sénégal s'est terminée sur une note de satisfaction. La croissance de 6,5% enregistrée doit être maintenue si on veut réussir une bonne politique macroéconomique basée sur le développement du secteur privé. La mission du FMI a fait face à la presse. Le point avec Abibou Mbaye. D'où vient la croissance du Sénégal? Comment faire pour maintenir ce taux de 6,5% sur une dynamique de progression qui va à terme lutter contre la pauvreté? Comment se porte le budget, la balance des paiements? Ce sont là autant de questions auxquelles la mission du Fonds monétaire international a tenté d'apporter des réponses face à la presse. Le plus important, le défi pour les autorités sénégalaises, c'est comment on fait pour maintenir un taux aussi élevé sur une durée suffisamment longue pour pouvoir réduire la pauvreté. Et ça, c'est un grand défi. Comment on le fait? Est-ce qu'on continue à le faire à travers les investissements publics? Est-ce qu'on peut continuer à le faire dans les circonstances actuelles? On dit oui, mais à condition que les mesures nécessaires pour ouvrir l'économie sénégalaise
au secteur privé, pour promouvoir le secteur privé, que ce soit le secteur privé sénégalais ou le secteur privé étranger, ces mesures sont nécessaires. Pour relever le défi du PSE, il faut absolument que les autorités continuent les réformes nécessaires pour un secteur privé vibrant. En termes de la balance des paiements, on a observé une amélioration du compte courant, dû à un effet positif au niveau de la croissance qui a entraîné une exportation importante aussi, et compte tenu également du cours des matières premières qui ont baissé. Donc ça a conduit à une amélioration au niveau de la balance extérieure. Le séjour à Dakar de cette mission du FMI s'inscrit dans une série d'engagements axés sur le soutien aux efforts du Sénégal pour atteindre les objectifs du PSE. Les bons résultats qu'on a eus maintenant, à travers le début des projets demandés par le PSE, ainsi que des bons résultats dans plusieurs secteurs, que la croissance que ces démarches apportent pour être soutenue sur l'horizon jusqu'à 2035, demande maintenant une action plus forte afin d'ouvrir l'espace économique aux PME et aux investisseurs qui voudraient utiliser le Sénégal comme une plateforme pour la production internationale. À cela s'ajoute le fait que le Sénégal est cité en exemple par le FMI et les résultats de l'instrument de soutien à la politique économique ISPE approuvé en juin 2015 sont positifs. Le Sénégal est vu comme un bon exemple et que le pays a gagné une crédibilité non seulement avec le Fonds monétaire, mais aussi avec les agences de notation. C'est un des 4 pays en Afrique où le différentiel de taux d'intérêt est resté relativement faible comparé à ce qu'on a vu pour les intérêts chargés sur la dette de la plupart des pays en voie de développement. Le Sénégal a de réels efforts à faire sur les réformes structurelles afin de maintenir le même rythme de croissance pour que l'émergence se consolide en 2035, date butoir. L'Institut panafricain des sciences mathématiques va davantage développer ses activités au Sénégal. Un accord de siège a été signé entre le ministère des Affaires étrangères et le directeur de cet institut. Le chef de l'État l'avait mentionné lors du Next Einstein Forum que le Sénégal a abrité. C'est fait depuis hier au Moumbaldé. Cet accord de siège paraphé stipule que l'Institut panafricain des sciences mathématiques a le champ libre pour élargir son champ d'action au Sénégal au profit de l'Afrique. Une volonté motivée par le leadership du pays dans les sciences. Les perspectives, c'est d'accroître les activités, les programmes du centre d'excellence à Mbou, en développant davantage le pôle recherche. Nous allons accroître l'effectif des étudiants que nous avons en recherche parce que nous en avons besoin. Et puis aussi accroître le nombre des étudiants que nous avons actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal, AIMS Sénégal, c'est le seul centre d'excellence AIMS sur le continent africain qui a 2 volets. Volet formation académique et puis volet formation pour l'employabilité. Nous formons des jeunes étudiants et mathématiciens aujourd'hui au Sénégal qui, après leur maîtrise, leur master, sont directement employables. Les activités du Centre panafricain des sciences qui seront développées à Mbour offrent de nouvelles perspectives au Sénégal. Le pays encourage l'excellence scientifique. Les acteurs étatiques de notre pays, au premier rang desquels les ministres de tutelle, s'emploient à réorienter le système éducatif sénégalais vers les sciences, les technologies et les mathématiques pour l'aligner sur nos besoins et nos priorités. Au-delà du contexte national, le Sénégal est engagé à l'échelle continentale dans la mise en œuvre du partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie, PACET, confié au président Macky Sall et qui devrait à terme fournir au continent africain des scientifiques de haut niveau. En permettant à l'Institut panafricain des sciences mathématiques de développer ses activités dans le pays, le Sénégal contribue ainsi à l'émergence de projets scientifiques en Afrique et à mieux lutter contre la fuite des cerveaux.
Nous entrons dans la page référendum. Le Cercle des Républicains a organisé une conférence de presse sur les 15 points du projet de réforme constitutionnelle. Ils ont évoqué à l'occasion certains qui font l'objet de débats comme le mode d'élection et la durée du mandat du président de la République, mais également l'avis du Conseil constitutionnel. Aminata Mbengfal. Professeurs de droit, juristes, anciens ministres, entre autres, se sont retrouvés le temps d'une après-midi pour discuter sur les 15 points du projet de révision constitutionnelle. Occasion pour le conférencier du jour de faire une lecture comparative de la proposition de la Commission nationale de réforme des institutions et le projet de réforme qui sera soumis à référendum le 20 mars prochain. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il a pris quand même des éléments qui viennent de cette commission. Par exemple, les gens somnubiles sur le fait qu'il faut 5 ans au lieu de 7 ans. Et il y en a qui disent, mais il avait dit, il faut que lui-même se l'applique. Bon, mais ça, c'est une simple opinion. Mais ce qui est important pour la commission, nous, on n'a pas abordé ce problème. On a dit simplement, on a consulté à la base, tout le monde dit 7 ans c'est trop. Donc 5 ans. Hein? Deuxièmement, nombre de mandats. 2 ou 3, 4, 5, non, 2 maximum. Voilà la position de la commission sur cette question importante. Sur les 18 réformes phares, les 18 articles qui portent les 15 points de réforme, les 13 articles sont issus des propositions de la CENI. Je pense que ça, c'est un premier enseignement qu'on doit tirer de notre conférence d'aujourd'hui. Lors des échanges, plusieurs points ont été abordés. Le mode d'élection et la durée du mandat du président de la République, l'avis du Conseil constitutionnel, autant de points de la réforme soulevés pour lever les équivoques. Avis ou décision, je crois que c'est un débat qui, au fond, n'est pas tout à fait utile dans la mesure où l'autorité qui a demandé l'avis avait parfaitement le droit de se conformer à cet avis-là, quelles que soient par ailleurs ses intentions antérieures. Nous tous, nous avons entendu des gens aller en campagne pour dire que dans le projet de conseil de réforme de la Constitution, on veut faire la promotion de l'homosexualité. Mais où est la disposition dans la réforme qui le dit? Donc c'est de l'amalgame et une mauvaise foi. L'article 26 est très clair. En tout cas, pour moi, le petit juriste que je suis. Quand l'article 26 dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue du suffrage exprimé », je pense que ça veut dire simplement qu'il y a déjà un tour. Parce que si le président ne remplit pas les 2 conditions cumulatives prévues par l'article 26, il n'est pas élu au premier tour. Durant plus de 2 tours d'horloge, les participants à cette rencontre du Cercle des Républicains ont eu droit à des échanges fructueux, ce qui a permis de faire des précisions et suggestions sur le projet de réforme constitutionnelle. Éclairer les femmes sur le contenu du projet de révision constitutionnelle, l'idée est de la plateforme des femmes autour du PSE. L'organisation a invité ses membres pour partager avec elles les 15 points sur le projet de réforme. Fanta Badji. Elles sont actrices de développement et participent grandement dans l'économie du pays, mais elles veulent aussi jouer leur partition dans le processus démocratique à l'instar de tous les citoyens. Ces femmes sont en effet venues de 12 régions du pays pour s'imprégner des questions relatives au projet de réforme constitutionnelle. En quoi ces réformes constituent une avancée pour notre démocratie, ce qui permettrait d'une manière objective, responsable et individuelle de guider notre choix. Des juristes étaient appelés à partager le contenu du projet de réforme. Leurs éclairages ont suscité un engagement certain chez ces femmes appelées à se prononcer le 20 mars prochain sur l'opportunité ou non d'une telle réforme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous d'orienter les femmes, mais c'était surtout d'éveiller leur conscience, parce que c'est ça notre objectif, éveiller les consciences par rapport à ce qui se prépare et qu'on puisse prendre des décisions en connaissance de cause. Nous devons comprendre pourquoi nous votons et de quoi il s'agit. Donc je crois que la journée est pertinente et ça s'est très bien passé d'ailleurs parce qu'on a compris beaucoup de choses. Donc nous allons partager ça sur le terrain avec nos organisations. Au-delà du référendum, la plateforme des femmes autour du PSE compte apporter sa contribution substantielle aux lois organiques avec des recommandations entièrement favorables aux femmes. Les réformes sont de portée générale. Il faudra des déclinaisons au niveau de lois organiques.
Et c'est à ce niveau-là qu'on va se retrouver pour formuler des recommandations qui iront dans le sens de porter nos préoccupations. À quelques jours du référendum, ces femmes leaders ont le temps de vulgariser le contenu du projet de réforme constitutionnelle dans leurs localités respectives, ce qui peut aider à se prononcer de façon objective sur le référendum. C'est un point bien accueilli par les populations. Parmi les 15 que compte le projet de révision constitutionnelle, il s'agit des nouveaux droits consacrés pour les citoyens, dont l'accès aux ressources naturelles, à un environnement sain, mais également à l'éducation. Il faut dire que tous les autres points concernant cette révision constitutionnelle ont été abordés par toutes ces personnes qui veulent voter pour le oui. Le reportage d'Ibrahim Ondongo. Synonyme d'une ascension sociale, d'une sécurité économique. L'or. Une ressource naturelle dont l'importance ne souffre d'aucune contestation. Une richesse qui ne profite pas souvent aux autochtones. Pour corriger cette injustice et rétablir l'équilibre, de nouveaux droits sont consacrés pour les citoyens. Un des 15 points du référendum. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que c'est une tentative constitutionnelle qu'il faut encourager parce que cela ne suppose pas que ça restera inamovible. Les gens pourront effectivement, au regard des mutations qui vont s'opérer dans l'exercice ou bien l'application de ces dispositions, les gens reviendront certainement pour mieux affiner ces dispositions constitutionnelles. Mais il faut saluer d'abord le fait que ça soit pris en compte à ce niveau dans le document de réforme. Donc une réforme consolidante qui permettra à des populations comme celle de Kédougou et ailleurs d'accéder aux ressources naturelles de leur localité. C'est pas normal, parce que la ressource qui appartient au peuple doit revenir au peuple. Peut-être même que les industriels ont eu à investir et qu'il y aurait peut-être des retombées, des royalties pour ces industries. Mais nous ne pouvons pas arriver dans un terrain qui appartenait à mon grand-père, on le creuse, on cherche de l'or et que tout l'or soit exporté. Vu la manière dont nos ressources sont exploitées et gérées, on peut se poser des questions par rapport aux droits que les Sénégalais, que les populations locales ont par rapport à ces ressources naturelles, notamment aux ressources minières. On a l'impression que dans nos États, ce n'est pas propre au Sénégal, ce n'est pas spécifique au Sénégal, mais dans nos États, de manière générale, les ressources naturelles sont gérées au profit des investisseurs étrangers et non au profit des populations sur les terres, sur le territoire desquelles ces ressources naturelles se trouvent. Depuis quand on commencé à exploiter ces mines-là? Mais est-ce qu'aujourd'hui les populations locales bénéficient véritablement de ces retombées? Contrôler directement les ressources qui concernent leur localité. Donc de ce point de vue, je pense que c'est une aubaine pour les Kédouvains, mais pour les populations locales, quelle que soit leur localité, n'est pas d'approuver et de participer donc dans ce référendum pour pouvoir donc bénéficier de ce qui leur revient de droit. Je pense que vraiment à ce niveau-là, la réforme elle est salutaire. Dans un contexte global de changement climatique, de compétition pour les ressources naturelles et foncières, l'arrivée de nouveaux droits au profit des citoyens apparaissent comme un rempart contre les risques qui pèsent sur l'environnement. Si en 1992, à la conférence de Rio, le monde entier a eu à signer une convention parlant du sommet de la Terre, une convention sur laquelle le développement ne doit pas être seulement axé sur la croissance économique, mais le développement doit être axé sur la croissance sociale et la croissance environnementale. Donc c'est le triptyque entre le social, l'environnemental et l'économique. Alors si aujourd'hui, en 2016, le Sénégal doit aller vers le vote d'une réforme sur le droit à un environnement sain, sur le patrimoine foncier et sur les ressources naturelles, nous qui avons travaillé autant d'années pour le plaidoyer pour ces actes, nous ne pouvons que nous en réjouir. Désormais, à la faveur de ces nouvelles dispositions, si elles venaient à être adoptées par le peuple, les citoyens pourront saisir directement les autorités compétentes pour plaider leur cause. Le Sénégalais a la possibilité aujourd'hui d'écrire à l'État du Sénégal ou le gouvernement du Sénégal pour leur dire « Moi, citoyen sénégalais, habitant dans telle zone, je me rends compte que dans ma zone, il y a des problèmes d'insalubrité, il y a des problèmes de risque, il y a des problèmes de XY qui nous permettront, n'est-ce pas, d'écrire ce courrier et de faire valoir nos revendications. »
a précisé aussi qu'avec ces nouveaux droits, les populations ont la possibilité de participer à la délibération des collectivités locales. C'est toujours bien quand il va dans le sens de concéder, parce que moi qui vous parle, je suis un membre du conseil de quartier de l'unité 3, et là on nous avait promis de participer au débat d'orientation budgétaire, mais jusqu'au moment où nous parlons, dans la commune de Golfe Sud, on n'a jamais convoqué un membre du conseil de quartier pour participer à ces débats d'orientation budgétaire. C'est notre souhait le plus ardent de participer davantage à ces instances de délibération. Hormis ces droits liés à l'environnement et aux ressources naturelles, il existe aussi d'autres non moins importants. Il s'agit notamment du droit à l'état civil, à l'éducation, entre autres. L'objectif visé est clair, assurer un avenir meilleur à la future génération avec en toile de fond la consolidation de la démocratie sénégalaise. Justement, pour parler de cette révision constitutionnelle, nous recevons sur ce plateau M. Bernard Casimir Cissé, directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections. Bonsoir M. Cissé. Bonsoir M. Didier. Merci de répondre à notre invitation. Alors nous commençons justement par le vote militaire, c'est les 12 et 13 ce week-end donc. Comment cela va-t-il se dérouler? Effectivement, les militaires et les paramilitaires votent une semaine avant les civils, donc le samedi 12 et le dimanche 13. Au niveau de la Direction générale des élections, toutes les dispositions ont été prises et à ce jour, nous pouvons garantir que le matériel qui concerne ce vote des militaires et des paramilitaires a été acheminé au niveau des départements où il y aura effectivement vote des militaires et des paramilitaires. Ce vote se fait au niveau des départements, mais il y a 2 départements au moins où il n'y aura pas vote parce qu'il n'y a pas d'électeurs inscrits. Il s'agit notamment de Malem Hodar et de Koungheul. Ce sont ces départements où il n'y aura pas de vote pour ce jour-là. Malem Hodar, excusez-moi, et Saraya. Et Saraya. Et le nombre de militaires inscrits sur les listes électorales? Ils sont au nombre de 20 734 militaires et paramilitaires qui sont convoqués ce week-end. Ils répartis entre 66 bureaux de vote. Et ces bureaux de vote sont contenus dans 47 lieux de vote. Un lieu de vote pouvant contenir plus d'un bureau de vote. Donc 20 734 militaires et paramilitaires convoqués. Est-ce qu'après le vote, il y aura un dépouillement justement, après ce référendum-là? Alors il convient de retenir ici que le premier jour de vote, lorsque à la fin, après 18 heures, lorsque les opérations sont terminées, l'urne est scellée et mise dans une caisse elle-même scellée avec une fiche de scellé sur laquelle signent tous les membres du bureau de vote. Cette fiche est apposée au-dessus et en dessous de la caisse pour garantir que nul ne saurait ouvrir cette caisse. Et cette caisse est transmise au président du tribunal d'instance, l'ancien tribunal départemental. Le deuxième jour, il est amené une seconde urne. À la fin des opérations, cette deuxième urne est également scellée par le même procédé et transmise cette urne au niveau du tribunal d'instance, toujours sous escorte. Donc il n'y a pas de dépouillement pour que l'on ne sente pas la tendance vers laquelle les militaires et les paramilitaires se sont exprimés. Et au jour du scrutin, c'est-à-dire le jour du 20, à la fin des opérations de vote pour les civils, l'on ramène les 2 urnes qui ont servi au vote des militaires et des paramilitaires et l'on procède avec l'urne qu'on a trouvée pour les civils, parce que le bureau qui a servi pour le vote des militaires et des paramilitaires est également un bureau qui accueille le vote des civils. L'on fait un seul dépouillement pour que jusqu'à la fin, nul ne puisse dire que les militaires et les paramilitaires ont voté pour tel ou bien tel autre camp. Et ça va attendre juste après le 20 mars, le vote civil qui est prévu ce jour-là. Alors comment ce vote civil va-t-il également se passer, le matériel, le nombre de bureaux? Alors pour ce vote civil, sont convoqués plus de 5 400 000 électeurs. Ici, au niveau du pays comme à l'étranger, parce que c'est un vote qui se fait à l'intérieur du pays et il se fait également au niveau de l'étranger. À l'intérieur du pays, nous avons au total, ici et à l'étranger, nous avons 12 381 bureaux de vote. Ces bureaux de vote, il faut compter parmi ce nombre les 600 bureaux de vote qu'il y a au moins à l'étranger. Parce qu'à l'étranger,
nous organisons ces élections en relation essentiellement avec le ministère des Affaires étrangères, qui est principal ministère organisateur de ces élections à l'étranger, mais en relation avec le ministère de l'Intérieur et la Sénat en étroite collaboration. Ces élections se feront dans 39 pays, parce qu'il y a 2 pays qui n'ont pas été retenus pour des raisons de sécurité, notamment la Libye et la République centrafricaine. Alors aujourd'hui, on parle également du prolongement de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur, c'est bien ça, et ça va justement permettre à tout ce beau monde de pouvoir voter lors du référendum. Effectivement, certaines cartes nationales d'identité sont arrivées à expiration, mais par un décret du président de la République, l'exigibilité de cette carte a été prorogée jusqu'au 31 décembre. Ça veut dire que toutes les cartes nationales d'identité au niveau du Sénégal sont valables jusqu'au 31 décembre 2016. Elles sont donc valables pour ce référendum. Et les cartes d'électeurs, même arrivées à expiration, sont valables pour ce référendum et même au-delà de ce référendum. Donc toute personne qui a et sa carte nationale d'identité et sa carte d'électeur et qui est inscrite sur les listes électorales pourra voter ce jour-là sans problème. Alors il y a un débat qui est né sur le spécimen pour ce référendum. Le oui c'est le blanc, le non c'est le rose. Est-ce que des éclairages pourraient justement provenir de vous pour rassurer tout le monde? Alors il convient de retenir que s'il y a un décret qui organise le référendum, il y a dans ce décret un arrêté qui dit que les modalités de déroulement du scrutin de toutes les opérations sont précisées par un arrêté du ministre de l'Intérieur. Et par ailleurs, tout ce qui est fixation des couleurs, c'est une prérogative du ministre de l'Intérieur qui a retenu que le oui serait un oui, un bulletin blanc avec des écriteaux noirs, et le non, un bulletin rose avec des écriteaux blancs. C'est une prérogative du ministre de l'Intérieur et c'est cela que nous nous appliquons. De sorte que l'électeur qui entre dans le bureau, il trouvera uniquement 2 bulletins, un bulletin blanc pour le oui et un bulletin rose pour le non. Il en choisit un et laisse l'autre qui n'a pas été choisi dans la caisse poubelle. Pour indiquer qu'il n'y a pas d'autre choix possible, il n'y a pas de bulletin blanc. Nous encourageons tout le monde à aller voter, qu'il n'y ait pas d'abstention, que les réticences puissent se manifester au niveau du vote, que chacun puisse se prononcer par un oui ou par un non, mais qu'il n'y ait pas d'abstention. Merci, ce sera donc le 20 mars prochain, le référendum qu'organise le Sénégal autour de 15 points. Merci Monsieur Bernard Casimir-Cissé. Je rappelle que vous êtes le directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections. Justement, le mouvement pour la démocratie et les libertés modèles mobilise les étudiants pour la victoire du oui au référendum du 20 mars. La convention des étudiants du parti s'était réunie en présence du président du modèle, Pape Bouna Diawa. C'est au siège de Kassor que le modèle avait donné rendez-vous à ses étudiants. Le mouvement pour la démocratie et les libertés dans toutes ses composantes lance ainsi la grande offensive pour la victoire du oui au référendum du 20 mars. La force de notre parti, malgré les médisances, n'est plus à démontrer. Je vous exhorte à échanger aujourd'hui sur le référendum, mais prendre une décision de voter le oui pour le Sénégal qui avance. Parce que tout à l'heure, le conférencier le dira, la perspective du référendum n'est pas personnelle. Elle s'ancre dans le renforcement de la démocratie sénégalaise et de nos valeurs. Votez le oui pour vous, les jeunes. C'est construire votre avenir. Les enjeux socio-économiques de la révision constitutionnelle ont été explicités aux étudiants du modèle venus des 14 régions. Il s'agit pour le parti d'accentuer la sensibilisation dans ses instances décentralisées. Ainsi, le modèle votera oui et fera voter l'affirmative. L'Alliance nationale des élèves et étudiants pour le progrès a passé en revue les 15 points du référendum. L'occasion pour la présidente d'appeler ses camarades
a voté pour un oui massif au référendum. La rencontre a eu lieu cet après-midi au siège de l'AFP. Anaïs Nianyamane. Sur la question du mandat, le président Macky Sall a manifesté sa volonté de faire 5 ans, il l'a dit partout. Néanmoins, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un état de droit. Or, un état de droit est un état où aussi bien l'administration que les administrés doivent respecter le droit. Pour précision également, la question de la laïcité, dont le camp du non brandisse comme argument, ne fait pas partie des 15 points. La question de l'homosexualité également ne fait pas partie des nouveaux droits, comme certains le disent. Les nouveaux droits, il s'agit du droit à un environnement sain, du droit sur les ressources naturelles et sur le patrimoine foncier. Sur ce point, nous invitons tous les Sénégalais à voter massivement pour le oui, car ces réformes ne feront que contribuer au développement du pays, au renforcement des acquis démocratiques. Intelligence lance le magazine de la femme ambitieuse. Ambition, c'est le nom de ce bimensuel. La directrice d'Intelligence a profité de ce 8 mars pour lancer un bulletin d'information en présence des 200 meilleurs élèves filles sélectionnés dans tout le pays. Pour Thierno Lo, leader du mouvement ATFM, And Taxaw Falat Macky, le président de la République ne pouvait en aucun cas outrepasser la décision du Conseil constitutionnel sur la réduction de son mandat en cours. Mais au-delà de cette question qui installe la polémique dans l'espace politique sénégalais, le plus important est d'analyser objectivement les 15 points de la réforme constitutionnelle proposée par le chef de l'État. Voter oui au référendum, c'est permettre à la démocratie sénégalaise d'être une démocratie beaucoup plus forte et d'avoir des institutions qui vont nous permettre de pérenniser ce que nous avons envie de faire pour le Sénégal. Avant de tenir cette rencontre de soutien, Thierno Lo, PCR de Darou Mousty, avait rendu des visites de courtoisie au Khalif. Objectif, recueillir des prières et des bénédictions pour la victoire du oui dans sa circonscription électorale. Il s'agit surtout de Thierno Lo qui soutient justement le oui pour le référendum. Toujours dans ce cadre, en prélude à cette révision constitutionnelle du 20 mars, des acteurs politiques de la région de Kaolack sensibilisent les populations pour un oui massif. Serigne Alioune Cissé Dème de la coalition Macky 2016. Et dans cette dynamique, les militants et sympathisants sont venus répondre à son appel. Nous l'écoutons au micro de Claire Diop. Encore un soutien de taille pour le oui massif au référendum de ce 20 mars. Serigne Alioune Cissé Dème de la coalition Macky 2012 a sonné la grande mobilisation face aux militants et sympathisants. Un seul point est à l'ordre du jour, le projet de réforme constitutionnelle proposé par le président Sall. Objectif de la démarche, sensibiliser les populations sur les 15 propositions, mais aussi et surtout expliquer pourquoi il faut voter oui. Sur les 15 points proposés par le président Macky Sall, il n'y a que des avantages. Tout cela est sorti des assises nationales. Il y avait une large concertation et ce sera une très bonne chose pour notre pays. Cela va renforcer notre démocratie, notre cohésion sociale, mais aussi une stabilité certaine. En tout cas, nous sommes en phase avec sa démarche qui est bonne. En dehors d'être des hommes politiques, nous sommes aussi issus de familles religieuses. Et la proposition n'est pas en porte-à-faux avec les enseignements de nos maîtres spirituels. Ces acteurs politiques iront à la rencontre des populations, hommes, femmes et jeunes des 39 quartiers de la commune de Kaolack. Ces derniers sont appelés à dire oui et massivement. Nous allons discuter avec tout le monde, partout, dans tous les quartiers, hommes religieux, coutumiers, mouvements des jeunes, les transporteurs, entre autres. Le délai sera court, certes, mais on fera notre maximum. Tous les autres leaders feraient pareil. Nous voulons atteindre le maximum de cibles. C'est cela notre mission et Inch'Allah, on réussira.
Face à ces militants engagés qui ont fait le déplacement, Serigne Alioune Cissé Dème est revenu largement sur son long compagnonnage avec le président Sall. Son combat aujourd'hui lui donnait les moyens de sa politique. D'autres responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar ont marqué leur présence. L'engagement est pris de travailler main dans la main pour le triomphe du oui. Vous avez une idée précise ou un tableau que vous désirez en couleur ou en format quelconque? L'artiste peintre vous accompagne dans cette démarche dans la capitale sénégalaise où Seynou Leye et ses camarades mènent leurs activités à la corniche des Mamelles. Il s'agit des tableaux d'art, des portraits et autres supports. Au quotidien, les artistes reçoivent des commandes pour la décoration des murs. La rubrique métier de ce soir vous promène dans l'environnement des artistes peintres. Corniche des Mamelles, une falaise domine la mosquée de la divinité. Sur le côté opposé, dans ce petit coin de la route, où Seynou Leye et ses camarades étalent leur talent. Mon métier d'artiste peintre, c'est d'essayer d'inspirer des trucs, sur des thèmes, ou bien on travaille sur beaucoup de choses. Pour être artiste peintre, il faut avoir de talent, de dessiner et de peindre. Nous sommes des artistes, nous avons constaté que les populations aiment les tableaux. Voilà pourquoi nous travaillons dans ce sens. Pinceau à la main, il reproduit dans les moindres détails la photo d'un client. Un tableau design et moderne signé de la main de l'artiste. Je n'ai jamais été formé dans une école, mais j'étais formé par un maître, qui était vraiment un grand maître, qui m'a appris la peinture. Mais le dessin, c'est une don, quoi. Ça, moi, je l'ai appris à moi-même. Mais la peinture, je l'ai appris. Parce que métier artiste peintre, il y a deux choses, il y a le dessin et la peinture. Le diplôme ne fait pas donc l'artiste, mais complète la vocation. Dans son milieu de travail, il recherche le calme pour accomplir ses œuvres. Il voit qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, et puis c'est calme, quoi. Il y a la paix, c'est calme, et puis à côté du camp militaire, il y a la sécurité. Doté d'une culture artistique solide, l'homme veut être compris. Pour un portrait, probablement, il faut tracer la photo, quoi, faire des échelles. Ou bien tu fais le main levé. Après, tu commences à tracer aussi le toile. En finissant de tracer le toile,